Tout d'abord, je tiens à remercier l'association des médecins de Chlef. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens à Chlef. Et c'est un grand plaisir pour moi que mes collègues et amis me donnent l'occasion de revenir vers la ville natale de mes parents. Il y a quelques semaines ou mois, mon ami le docteur Ben Khaled m'a sollicité donc, pour participer à cette manifestation scientifique et il m'a demandé de traiter de la pathologie biliaire, qui me semble un sujet très vaste. Je n'ai pas dit non, mais lorsque j'ai vu que parmi les participants, il y avait mon ami le docteur Harwa, qui est, comme on vient de vous le présenter, président de la Société d'histoire de la médecine, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour également choisir un sujet d'histoire. Il y a quelques années de cela, j'étais venu à Chlef pour une des journées que vous présentiez, je crois, au niveau du cinéma. Il y avait un cinéma. Et le matin, je voyais la salle où il y avait 80% de l'auditoire composé de femmes. J'avais dit à mon ami le docteur Ben Khaled, toutes les étudiantes de l'université de Hajjab Mbouali, c'était une manifestation médicale. Non, tout l'auditoire est composé de médecins. Toutes ces dames sont des médecins. Et effectivement, maintenant, je suis enseignant aussi à la fac, si à l'université, les étudiants sont majoritaires dans les amphis, si la prédominance féminine à la faculté de médecine d'Alger est manifeste depuis plus d'une vingtaine d'années, si le dernier bastion masculin, à savoir la chirurgie, vient également de tomber, dans le service que je dirige à Alger, j'ai 15 résidents de chirurgie en première année. Parmi ces 15 résidents, j'ai 3 garçons. Cela veut tout dire. Donc, je me suis dit, qu'en est-il? Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Non. Effectivement, la femme a dû lutter durement pour accéder à la reconnaissance de ses compétences médicales et plus encore de ses compétences chirurgicales. Il a fallu attendre l'année 1849 pour voir l'anglaise Elizabeth Blackwell recevoir des mains du président du Geneva Medical College de New York son diplôme de docteur en médecine, devenant la première femme diplômée en médecine de l'histoire de l'humanité. C'est une Britannique. Mais qu'en est-il dans les pays arabo-musulmans? Alors, je vais essayer comment faire ça. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une étude pratique de la pratique médicale en essayant de présenter la condition de la femme, sa situation dans l'enseignement supérieur dans les différents pays arabo-musulmans. Tout d'abord, je tiens à préciser que lorsque on parle de pays arabo-musulmans, généralement on parle des pays arabes, de la Turquie et des pays du Golfe, mais en réalité, et vous le savez tous, le monde arabo-musulman, la majorité des pays musulmans sont en Asie. Il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde et les pays arabes ne représentent que 18%. Je commencerai dans cette série, je commencerai par les premiers temps de l'islam. Et déjà, les femmes contemporaines du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont participé aux premières batailles de l'islam en qualité de cantinières spécialisées dans le ramassage et le soin des blessés. C'est ainsi que lors de la hijra du prophète vers Médine, Baraka bin Ta'lab Ayman, qui a participé aux batailles de Hunayn, Uhud et Khabar, est signalé pour sa compétence et son dévouement auprès des blessés. En dehors des périodes de guerre, on peut également citer Su'ad bin Misrah, tabiba et accoucheuse réputée, ayant accouché Fatima, la fille du prophète, ou Zaynab bin Ta'oud, réputée pour traiter les affections ophtalmiques. Mais l'une des plus réputées est Rufayda al-Islamiyya, qui est la première infirmière musulmane du temps du prophète. Elle a mis ses compétences cliniques et son expérience de la pratique médicale dans le développement des premières unités de soins mobiles des troupes de combattants du prophète pendant les batailles. Et actuellement, chaque année, le Royal College of Surgeons d'Irlande, à l'université de Bahreïn, décerne le prix Al-Islamiyya pour la meilleure infirmière au niveau du royaume de Bahreïn.
Monsieur le docteur Haroua vient de parler donc de l'âge d'or de la médecine, et au temps de l'âge d'or de la médecine arabe, nous retrouvons également les sœurs et nièces d'Abou Marwan ibn Zuhar, qui formaient une véritable dynastie médicale au XIIe siècle. Elles ont exercé à la cour de plusieurs sultans almohades à Séville. Et ben, par la suite, il y a eu bien sûr, hélas, le déclin du monde arabo-musulman, et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on voit qu'un grand bouleversement va arriver. C'est nul, à partir donc vers le début du XIXe siècle, nul ne peut plus s'installer s'il n'a pas un diplôme. Dès que les universités ont apparu et qu'on a mis en place les facultés, ne peut exercer la médecine que celui qui dispose d'un diplôme. Et donc, fini l'empirisme, et c'est à partir donc de la fin du XIXe siècle que l'on voit de jeunes femmes originaires de différentes régions du monde arabo-musulman aller braver les multiples interdits de l'époque pour étudier la médecine, soit dans leur propre pays, soit le plus souvent dans les universités du monde occidental. Pourquoi? Parce qu'à la fin du XIXe siècle, hélas, la plupart des pays arabes étaient sous domination coloniale. Donc je commencerai, XIXe siècle, je commencerai par la Turquie. Pourquoi par la Turquie? Parce que la Turquie, elle représentait, à la fin du XIXe siècle, c'était le flambeau du monde arabo-musulman. Ce n'était plus la Syrie, c'était la... donc en Syrie, au XIXe siècle, malheureusement également, c'était la période du déclin de l'Empire ottoman. Il y avait certes une école civile de santé en 1867, mais c'est en 1872 qu'on voit au niveau de la pharmacie royale du palais où on dénombrait un certain nombre de médecins, dont une femme médecin qui était dénommée Tabiba Gulbayouz Hatoun. C'était le premier nom qu'on voyait donc chez les Ottomans. Et il faudra attendre l'année 1914 pour voir des cours destinés aux jeunes filles débuter à l'université au niveau donc de la Turquie ottomane. Et en 1922-1923, la faculté de médecine de Turquie ouvre ses portes aux filles. Et en 1922, 6 étudiantes s'inscrivent à l'école de médecine de l'université d'Istanbul. La première femme médecin de Turquie est également la première femme à enseigner la médecine est Saïfiya Saif Ali. Elle a effectué ses études secondaires à l'American College d'Istanbul, mais la décision du Conseil d'État n'autorisant plus les femmes à s'inscrire à l'université l'oblige à aller en Allemagne, où elle fera donc ses études de médecine. Elle obtiendra son diplôme en 1925 et retourne à Istanbul. Malheureusement, la pression du corps médical masculin turc l'oblige à repartir en Turquie, en Allemagne, où elle fera une spécialité, et à son retour, sa deuxième retour en Turquie, elle a eu toujours des difficultés et elle a préféré malheureusement non, elle devient enseignante à l'American College et devenant ainsi le premier professeur féminin de l'enseignement supérieur en Turquie. Elle décède en 1952 d'un cancer, donc à l'âge de 61. Après la Turquie, je passe à l'Égypte, Misr, celle qu'on appelle Dunya. Effectivement, l'Égypte pharaonique a produit une civilisation, nous la connaissons tous, d'une exceptionnelle durée. Et il existait, du temps des pharaons, un corps professionnel de femmes médecins, dont Péséchet, la plus ancienne femme médecin connue dans l'histoire de l'humanité, qui était la directrice donc de ce corps professionnel. Mais, je reviens au XIXe siècle, avec la création des universités, et pour ce qui est de la médecine dite moderne, la première femme médecin, c'est Tawhida Abdurrahman, qui est donc la première femme qui est issue d'une famille, c'était du temps du Khedive, donc du roi Fouad. Le roi Fouad a envoyé 6 étudiantes de haute famille faire leurs études en Angleterre, et donc c'est parmi ces étudiantes que Tawhida Abdurrahman revient en 1932, et son père qui lui propose d'ouvrir un cabinet dans un quartier chic du Caire, elle refuse et elle préfère aller travailler dans un hôpital destiné aux indigents. Cet hôpital existe toujours jusqu'à ce jour, c'est l'hôpital Chobra, qui existe à ce jour en Égypte. Elle décède en 1974 des suites d'un cancer. Actuellement, les Égyptiens ne considèrent pas qu'elle est la première, bien qu'elle ait obtenu son diplôme donc, en 1932. Pour eux, parce qu'elle a été envoyée par le roi, c'est-à-dire du temps du royaume,
Celle qu'il considère comme étant la première, c'est Zahira Abdin, qu'il appelle al-Atibba. C'est cette première étudiante. Elle a fait ses études de médecine à Qasr al-Aini en 1936, donc non pas à l'étranger, mais en Égypte. Elle est la première femme enseignante à la faculté de médecine en 1949, pédiatre, spécialiste des maladies cardiaques. Ce qui est important, la première femme hors d'Europe à recevoir le prix Normal Elisabeth. C'est elle qui a mis en place le Medical College pour filles à Dubaï en 1986. Elle est morte, hélas, elle également, d'un cancer du sein contre lequel elle a lutté pendant une dizaine d'années en 2002. En Jamahiriya libyenne, je reviens donc, j'ai fait la Turquie, l'Égypte, je viens vers la Libye. En Jamahiriya libyenne, la première femme médecin libyenne est Younes Kouaïdar, qui est née dans la ville de Benghazi. Elle se rendra en Égypte, également à Qasr al-Aini, où elle fera ses études. Elle sera la première femme médecin bénévole libyenne pour le Croissant Rouge et elle partira pour le front égyptien pendant la guerre de 1967 avec les Israéliens. Elle décède le 30 septembre 1971 et le président égyptien de l'époque, Jamal Abdel Nasser, et le peuple de Benghazi lui ont rendu un grand hommage lors de ses funérailles. Une autre dame récente, celle-là, c'est Fatima Al-Hamrouch. C'est la première femme ministre de la Santé en Libye. Elle est née à Benghazi, elle est diplômée également de l'université de Benghazi. Elle est partie en Irlande en 1996, donc c'est très récent. Elle devient membre du Royal College of Surgeons d'Édimbourg. Elle est ophtalmologue. Et donc en 2011, donc c'est très récent, elle devient ministre de la Santé dans le gouvernement Abdelkarim El-Kif. Et bon, elle a démissionné, elle est également directrice de l'aide urgente irlando-libyenne. Et j'en arrive à notre pays. Notre pays est le pays du 1,5 million de shahids. L'Algérie est entrée au XIXe siècle sous l'égide de la colonisation. À partir de l'invasion d'Alger en 1830, on peut distinguer deux périodes. Le XIXe siècle, où la médecine est utilisée comme moyen de propagande par les Français de pénétration et d'information, et le XXe siècle, où jusqu'à l'indépendance, c'est marqué par la marginalisation progressive de la population et l'accès des premiers musulmans aux études médicales. C'est en 1909 que vous le savez que la faculté de médecine et de pharmacie d'Alger voit le jour. Le premier médecin musulman algérien qui soutient sa thèse, là c'est le masculin, à Paris en 1984. La première femme médecin, enfin qui a été inscrite à la faculté de médecine d'Alger, est une pied noire, Émilie Ranger de la Lime. C'est une jeune fille issue d'une famille de colons qui obtient le droit de s'inscrire à l'école de médecine en 1865 grâce à l'intervention de l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Elle ne terminera jamais ses études, donc elle arrête. Mais celle que vous connaissez tous, et certains parmi les plus anciens peut-être qui ont fait leurs études à Alger l'ont connue, la première femme médecin algérienne, c'est Aldija Nourdine Benalek, qui nous a quittés il y a 2 ans. Donc elle s'est inscrite en 1936 à la faculté de médecine et elle a été pendant toute la durée de ses études la seule femme musulmane pendant les 6 années d'études. Elle a soutenu sa thèse en 1946 et elle a ouvert un cabinet à la rue Tanger. Elle a passé le concours d'agrégation à l'indépendance en 1962 à Paris, puis est revenue à Alger où elle entamera une carrière hospitalo-universitaire qui va durer 27 ans. Elle décède à Damas le 31 décembre 2015 à l'âge de 96 ans et elle est enterrée à Damas pour la simple raison qu'en 2015, il y a les troupes qui sont jusqu'à ce jour en Syrie qui n'ont pas permis donc le rapatriement de sang. Voilà pour la première femme musulmane algérienne médecin, 1946. La deuxième que vous connaissez également, Nafissa Hamoud Laliam, issue d'une famille de la bourgeoisie algéroise. Son père était mufti d'Alger et son oncle, un industriel bien connu, c'est Hamoud Boualem. Vous le connaissez. Elle a ouvert également, elle a terminé, presque 10 années après Madame Benalek. Elle a ouvert un cabinet médical en 1953 à la rue de la Lyre, cabinet qui a servi de planque à Abar Ramdan et Youssef Ben Khedda. En 1955, elle a rejoint le maquis de la Wilaya 3 où elle est nommée médecin-chef. Elle connut la prison. À l'indépendance, elle rentre au pays et opte pour une carrière hospitalo-universitaire. Elle passe en agrégation en 1972. Vous le savez, elle a été présidente de l'UNFA, elle a été membre du CNES, ministre de la Santé. Elle est décédée le 10 décembre 2002 et enterrée à El Alia, au Carré des Martyrs. Troisième dame, Nadia Janine Belkhodja, également gynécologue, que beaucoup connaissent également.
Née à Alger, elle passe une partie de son enfance à Sor Ghazoulan, où son père exerçait comme chef de service des autocars. Elle était membre du Parti communiste algérien, elle a rejoint le FLN, elle a été arrêtée en 1957, elle a été évacuée vers la Tunisie, elle est revenue à l'indépendance, elle a formé beaucoup de gynécologues, et peut-être mon ami a dû faire quelques années chez elle, je ne sais pas, notre ami. Bon. Voilà, ça c'était pour. Donc j'ai fait l'Égypte, la Libye, l'Algérie. J'arrive à la Tunisie, le pays du jasmin. Dans cette période du 19e siècle, donc lorsque sont apparues les facultés de médecine, il ne pouvait exercer qu'avec un diplôme. Bon, il faut savoir que à la période où l'Algérie était colonisée, en face, la Tunisie était une province de l'Empire ottoman. En 1813, c'est le docteur Qaddour Ben Ahmed, le premier médecin musulman originaire d'Algérie, diplômé de la faculté de Montpellier, venu en Tunisie rejoindre, et son frère était le premier médecin algérien, pour vous dire. Donc, le premier médecin tunisien, homme, c'est Bachir Dengenzli en 1897. Il sera suivi, bon. Mais j'arrive aux femmes, à la première femme. La première femme, c'est Tawhida Benchir. Elle est née à Tunis au sein d'une famille aisée. Elle entame ses études, donc elle est la première Tunisienne aussi à obtenir son baccalauréat. Et la première femme arabe à être diplômée de la faculté de médecine de Paris. Et c'est 10 ans avant Madame Benaleg. Madame Benaleg a été docteur en médecine en 1946, Tawhida Benchir en 1936. Elle se spécialisera également en gynécologie et lancera la planification des naissances dès 1963 en Tunisie. Le Maroc. Il faut savoir que durant toute la durée du protectorat français, il y avait quasi absence de formation du personnel médical et paramédical. Si le colonialisme français a ouvert des écoles de médecine en Algérie, a permis à des Tunisiens également de se former. Au Maroc, rien du tout. Pourquoi? Pas d'interrogation. Donc il faut quasi absence de formation du personnel médical et paramédical marocain. Et ça n'a commencé qu'après l'indépendance du Maroc. Et justement, donc la première femme médecin au Maroc s'appelle Eugénie Delanoë. Elle est née à Soualki, Russie. C'est une militante contre le régime tsariste. Elle est contrainte à fuir son pays pour se rendre à Paris où elle commence ses études de médecine qu'elle poursuivra à Montpellier. En 1909, elle retourne en Russie pour obtenir le diplôme de médecin de Saint-Pétersbourg. Mariée à un médecin de colonisation, donc un Français, affecté en Côte d'Ivoire, elle se rendra quant à elle au Maroc où elle sera affectée à Mazagran. Elle aura pour tâche les soins aux femmes et aux enfants. Durant la Première Guerre mondiale, elle sera le seul médecin de la région. Ayant appris à respecter les mœurs et les coutumes de la population, ayant appris la langue arabe, elle sera la tabiba de toutes les femmes autochtones de la région. Et après 35 ans passés à Mazagran, elle décède et sera inhumée dans ce village qui s'appelle aujourd'hui El Jadida. Mais la première, quand même, femme médecin musulmane marocaine est Khadija Qbail. C'est la première femme donc autochtone. Elle a ouvert son cabinet en 1953 au quartier de Mdina Rmela, à Marrakech. Elle y exerce jusqu'en 2005. Après avoir fait l'Afrique du Nord, je reviens vers le Moyen-Orient et en particulier vers le Liban, le pays du cèdre, qu'on appelle également la Suisse de l'Orient. Il faut savoir qu'au XIXe siècle au Liban, malgré la présence de facultés en Égypte et en Turquie, un grand nombre de praticiens exerçaient sans diplôme car il leur suffisait de quelques principes généraux, souvent transmis de père en fils, pour dispenser des soins. Et dans la montagne libanaise, les praticiens étaient d'origine nord-africaine, qu'on appelait les Moghrabis, qui circulaient avec un âne porteur de cargaisons d'herbes et de quina al-baïda, la quinine, qu'il importait d'Égypte. Le premier médecin libanais fut le docteur Derwish Baz, diplômé en 1831. Et il faut noter qu'au cours de tout le XIXe siècle, il n'y avait aucune femme médecin au Liban. Mais bien que faisant partie encore de l'Empire ottoman au XIXe siècle, la France, je parle du Liban, qui faisait partie de l'Empire ottoman, la France ainsi que plusieurs pays européens, dans le cadre du partage de l'Empire ottoman, procèdent à une pénétration culturelle du Liban par l'intermédiaire de missions religieuses. La plus importante était l'école de la mission protestante syrienne, qui ouvrait ses portes en 1824, suivie par l'ouverture de du Syrian Protestant College en 1866. L'année suivante, une section d'études médicales fut ouverte. Elle existe jusqu'à maintenant, c'est l'université américaine de Beyrouth.
En 1919, donc, après la Première Guerre mondiale, le Syrian Protestant College changera de nom, il deviendra l'American University of Beirut. La France, elle va réagir. Le séminaire de Razir, fondé par les pères jésuites en 1843, destiné à former le clergé maronite, est transféré à Beyrouth avant de devenir l'université Saint-Joseph, qui existe également jusqu'à ce jour. Vous savez qu'il y a l'université américaine et il y a l'université Saint-Joseph française. Quelle est la première femme médecin libanaise? C'est Anissa Saïba. Elle est née à Tripoli. Elle est la première femme médecin du Liban. Elle a effectué ses études médicales à Londres, puis à Édimbourg, avant de revenir, parce que c'était l'Empire ottoman, elle n'est pas revenue au Liban, mais au Caire, où elle a occupé diverses fonctions hospitalières et universitaires. On lui compte de nombreuses publications. Elle décède au Caire en 1944. Celle qui est considérée également donc, au Liban comme libanaise, parce qu'elle a travaillé au Liban, c'est Anes Barakat Baz. Elle reçoit une solide d'enseignement secondaire à la British School pour les filles de Beyrouth. Elle obtient son diplôme en 1905 et elle revient donc au Liban où elle a la charge de diriger le St. George Hospital à Beyrouth. Sa renommée étendue, elle a été très, très connue et le gouvernement l'a honorée par une médaille d'or. Après le Liban, la Syrie. Bilad Shan. La Syrie au cours de l'Empire ottoman, il faut savoir que ce n'est pas la frontière, la Syrie d'aujourd'hui. Elle incluait la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie et des parties de l'Irak et de la Turquie. C'est ça, Bilad Shem de l'époque. Une faculté de médecine avait été ouverte à Damas en 1903 par un firman du sultan ottoman Abdelhamid et transférée à Beyrouth à l'université Saint-Joseph après sa fermeture en 1914. Parmi les premières femmes médecins syriennes, il faut noter Talabat Istanbuli, originaire de Damas, qui a effectué ses études de médecine au Women's Medical College of Pennsylvania à New York. C'est la première femme musulmane médecin en 1885, à l'époque où la Syrie était donc sous occupation ottomane. À la fin de ses études, elle retourne à Damas, puis se rend au Caire en 1919. Elle décède en 1941. Elle sera suivie par d'autres Libanaises, par d'autres Syriennes, comme Sania Mustafa en 1928. Mais c'est celle-là, donc Tabat Istanbuli, qui a eu son diplôme en 1885, qui est la première femme médecin musulmane. Après la Syrie, l'Irak, Bilad al-Rafidin, ou la terre entre les deux fleuves. Il faut savoir que lorsqu'on analyse la situation dans les pays du Golfe, dans les pays du Moyen-Orient, la situation de la femme parmi les Irakiennes par rapport aux autres femmes du Moyen-Orient, toujours possédaient le niveau d'instruction le plus élevé et ont toujours été les plus nombreuses à exercer une profession. Il faut savoir que l'Irak a instauré son système éducatif gratuit en 1921. La première femme ministre de l'histoire de l'Irak moderne, la première femme ministre d'État dans tout le monde arabe, est Naziha Jawdat Asgah Ad-Doulaimi. Elle est connue, elle a étudié la médecine Royal College of Medicine de Bagdad. Elle a obtenu son diplôme en 1941. Elle a été, donc, en 1948, elle est activement impliquée dans le soulèvement populaire Al-Wetba et fera l'objet de harcèlement par l'appareil de sécurité de la monarchie. Avant, l'Irak était une monarchie, il y avait un roi, en raison donc de ses convictions politiques. Après ses études, elle a été nommée à l'hôpital royal de Bagdad et elle sera ensuite transférée vers le sud, à l'hôpital de Kark, par mesure disciplinaire. Après le renversement de la monarchie, elle rentre dans le gouvernement du président Abdelkarim Qassem comme ministre de municipalité. Elle est morte le 9 octobre 2007 à l'âge de 84 ans. En Palestine, la région de la Palestine, vous le savez, elle est habitée depuis des millénaires et a connu la présence de nombreux brassages. La population largement musulmane sunnite serait de plus de 12 millions d'habitants à travers le monde, mais seulement 4,6 millions de Palestiniens en Palestine. Malheureusement, le taux de scolarisation est peu élevé. Seuls 49% des enfants terminent le primaire et 48% le secondaire. Il existe une université en Palestine, mais nous retrouvons davantage d'étudiants et d'étudiantes, que ce soit médecins ou dans les autres matières, dans les différentes universités du pays, dans les différents pays du monde arabe, et en particulier en Algérie. J'en ai dans le service, dans l'hôpital où j'exerce, il y a des Palestiniens. Je leur ai posé la question, pourquoi vous choisissez par exemple l'Algérie par rapport aux pays du Golfe, maintenant? Tout simplement, monsieur, parce que dans les pays du Golfe, c'est payant. C'est le seul pays qui permet aux Palestiniens, l'Algérie, de faire des études gratuites, spécialement pour les Palestiniens. Donc,
C'est le cas de, parmi les femmes médecins, c'est le cas de la jeune Iqbal qui a effectué ses études de graduation au Qatar et sa spécialité de pédiatrie aux États-Unis. Mais ce n'est pas la première. Je reviens. La première palestinienne, c'est Zeynep El-Mahad de la ville d'Al-Quds, qui est la première palestinienne diplômée en médecine en 1951 à l'université du roi Fouad du Caire. Voilà, vous avez sa photo ici en noir et blanc, Zeynep El-Mahad. Quant à Iqbal Mahmoud Al-Assad, si elle n'est pas la première, elle est la plus jeune médecin du monde. Elle est née le 2 février 1993, réfugiée palestinienne au Liban. Elle a grandi dans un petit village dans la vallée de la Baqa'a au Liban. En 2006, elle attire l'attention de Sheikha Moza, la femme de l'ancien émir du Qatar, présidente de la Fondation du Qatar pour l'éducation et la science, mère de l'actuel émir. En reconnaissance de ses aptitudes exceptionnelles, elle bénéficie d'une bourse pour aller étudier la médecine à l'université au Qatar. 7 ans plus tard, à 20 ans, elle termine avec succès ses études de médecine et devient de fait donc la plus jeune médecin du monde, à 20 ans. J'arrive aux autres pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, le royaume wahhabite des Saouds, c'est la première université. Tous les pays du Golfe, c'est récent. Si on compare à l'Afrique du Nord, si on les compare à l'Irak, à la Turquie, parce que c'est des nouveaux pays. C'est à partir des années 50, le royaume interdit la mixité dans l'éducation. Mais actuellement, près de 50% des médecins et des enseignants en Arabie Saoudite sont des femmes. Je n'ai pas la première femme médecin saoudienne, mais j'ai quelques noms qui ont laissé. Il y a tout d'abord Maha El-Mounef, mère de 3 enfants, qui vit actuellement à Riyad, qui a obtenu son diplôme de docteur en médecine et fondé le premier programme national pour la sécurité de la famille. Il y a Samia Mohamed Abdurrahman Al-Ammoudi, médecin spécialiste en gynéco-obstétrique et en scénologie. Au Yémen, le Yémen figure, vous le savez, parmi les pays, hélas, les plus pauvres du monde. Le Women Rights Watch a rapporté que la discrimination et la violence envers les femmes est dénoncée. Il existe certainement des femmes médecins au Yémen, mais la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement est telle que la seule femme médecin au Yémen dont le nom est venu jusqu'à nous est celui de Claudie Fayen, première femme médecin au Yémen. C'est une Française arabisante. Je n'ai pas de nom de médecin yéménite ancien. J'en arrive au Koweït. Le nombre de femmes inscrites représente environ 70% des élèves dans le primaire et le secondaire. Au niveau de l'enseignement supérieur, on compte pratiquement autant d'hommes que de femmes. Mais le corps médical d'origine étrangère au Koweït est prédominant. Il représente 60% du secteur public, 85% du secteur privé. Il existe même au ministère de la Santé un département du traitement médical à l'étranger. Et en 2012, près de 2580 Koweïtiens ont été envoyés à l'étranger. À part le ministère de la Santé, il y a le ministère de la Défense, de l'Intérieur, la Kuwait Oil Company, qui envoie des patients à l'étranger. Les pays, bien sûr, les principaux pays où les patients koweïtiens sont envoyés, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Donc, vous devinez un peu la politique sanitaire au niveau de ce pays. La première femme médecin s'appelle Éléonore, je suis au Koweït, c'est Éléonore Claverly. C'est la première femme médecin au Koweït en 1912. Elle a obtenu son doctorat en médecine en 1908 du Women's Medical College de Philadelphie, qui est le premier donc à New York. Après son mariage avec le docteur Edwin Claverly, missionnaire de l'Église réformée d'Amérique, le couple se rend d'abord à la Bahreïn, puis à Bassora, et enfin en Irak, puis au Koweït, où il séjourne pendant 31 ans. Ayant appris l'arabe, elle fut appelée Halima Khatoun. On l'appelle Halima Khatoun et elle est restée donc très longtemps, mais elle faisait également de l'évangélisation. J'ai quand même trouvé quelques femmes médecins au Koweït, comme Dr Houda El-Dawassan, qui est diplômée du Collège de médecins de l'Université du Koweït. Elle est actuellement responsable de la clinique de soins primaires. Elle est le premier médecin au Koweït à recevoir une bourse en médecine familiale au Collège royal généraliste donc, du Royaume-Uni. Les Émirats arabes unis. Les femmes constituent plus de 70% des étudiants. Mais il faut également savoir que dans les Émirats arabes unis, 90% des résidents sont des étrangers. Professeur Abi. Vous avez dépassé le temps. Bon, donc je vais aller très vite. Pour vous, bon, je voulais parler du Maroc, enfin de l'Iran, du Pakistan, de plusieurs pays.
Ce tour d'horizon me permet de vous dire que la présence des femmes a été effective pratiquement tout le long des différentes étapes de l'histoire de la médecine arabo-musulmane. Leur nombre, leur importance par rapport à leur homologue masculin n'a cessé de croître. Cet état de fait revêt une autre signification de tolérance et d'ouverture malgré les aléas et l'apparition de pensées prêchant la fermeture et l'exclusion dans certaines régions du monde. La balle, je pense, est dans le camp des nouvelles générations de femmes médecins qui se doivent d'être les dignes héritières de leurs prédécesseurs et en particulier des 3 femmes que j'ai citées, qui sont Madame Ben Aleg, Madame Rosemary, Anna, Laliam et Belkhouja. Je vous remercie.